Voilà, bonjour et merci d'être venus nombreux pour l'avant-première de Arthur Rimbaud de Laurent Cantet. Cet après-midi, c'est un dispositif un petit peu particulier puisque cette projection se fait dans le cadre de la journée mondiale de la CICAE, la Confédération internationale des cinémas d'art et essai. Et en France, on est adhérent à l'AFCAE, l'Association française des cinémas d'art et essai, et Laurent Cantet est un des parrains de cette manifestation. Donc je vais faire très vite au début, puisque la projection et les débats sont retransmis dans d'autres salles art et essai de France, et donc à l'issue de la projection, notre débat sera reproduit dans d'autres salles. Voilà. Je vais donner vite la parole à Isabelle Gibalardi. Peut-être que vous la connaissez parce qu'elle est parisienne, elle est directrice de la très bonne salle de Grande Action, mais elle est là cet après-midi comme vice-présidente de l'AFCAE. Voilà, Isabelle, à toi. Emmanuel, et quelle joie de te retrouver dans ta magnifique salle et quelle joie de découvrir ensemble le film de Laurent Cantet. J'ai vraiment hâte. Alors, effectivement, vous êtes ici dans le cadre de la 6e édition de la journée européenne de l'art et essai. Cette journée est retransmise dans 630 salles, 60 pays et témoigne du rayonnement de l'art essai européen dans le monde entier. D'ailleurs, à ce titre, je remercie Olympia qui doit nous écouter, qui coordonne l'ensemble de nos actions dans l'ensemble des pays européens. L'art essai est vivant plus que jamais. L'art essai sort vraiment de cette crise sanitaire avec un fort pouvoir d'innovation, un fort pouvoir de proposition, de nouveaux rapports entre les salles et les spectateurs sont en train de se construire. Et toi, Emmanuel, qui fais ce magnifique travail au Luxor, tu en es une des figures emblématiques. Les spectateurs des salles art et essai européennes sont plus que jamais attachés à leurs salles et nous allons ensemble construire le cinéma de demain. Alors, comme tu le disais, en France, la CICAE, c'est l'AFCAE, donc on a 1250 salles adhérentes qui couvrent le territoire national, offrant un parfait maillage. 180 de nos salles participent en ce moment à la journée européenne de l'art et essai. Notre parrain, c'est Mathieu Amalric. Il aurait adoré être ici, mais il est en train de présenter Serre-moi fort à Lisbonne. Nous avons des partenaires qui nous suivent depuis le début. Alors c'est France Télé, c'est Positif et c'est bien entendu le ministère de la Culture. Nous en sommes à notre 6e édition et nous avons quasiment commencé avec toi, Laurent, puisqu'en 2017, effectivement, tu étais parrain de notre manifestation. Tu as toujours été très attaché à nos salles. Et bien, écoute, je vais finir en te remerciant de ton accueil. Emmanuel, tu es un habitué de cette manifestation. Je veux te remercier, toi Emmanuel, pour ton accueil, pour ton attachement à notre association. Je veux remercier Martin Bidou, ton associé, et je veux remercier quelque part en cabine Benjamin Louis, grâce à qui tout est retransmis. Merci pour votre chaleureuse accueil. Je vais demander à Laurent Cantet de venir nous rejoindre et un petit mot aussi à Anne Ouvrard qui s'occupe de cette manifestation. Et je remercie Franck Salon de Memento qui nous a permis de faire cette avant-première. À toi, Laurent. Bonsoir. Bon après-midi, je sais plus. Non, je suis d'abord très très heureux et très fier d'être ici aujourd'hui. Très heureux aussi de voir une salle pleine. Ça fait vraiment beaucoup de bien par les temps qui courent. Il semblerait qu'il y en ait d'autres qui nous écoutent peut-être et ça fait encore plus plaisir. J'ai juste envie de dire que je préférerais parler après le film et que peut-être seront avec moi les deux acteurs essentiels du film, Rabat Naetoufela et Bilal Chagrani, pardon. Je connaissais que son prénom, j'essayais de retrouver le nom et ça ne venait pas, désolé. Bilal, tu m'excuses. Voilà. À tout à l'heure, et puis c'est vrai que je suis très très heureux et ému. À tout à l'heure.
classique, mais en l'occurrence sur ce film important, le point de départ de cette affaire sensible et politique, c'est quoi? Bon, il y a eu évidemment le fait que ce type d'affaires s'est généralisé, il y a eu plein d'histoires, et en particulier celle de Mehdi Mekla qui avait fait un peu plus de bruit que beaucoup d'autres. Mehdi a eu une histoire un peu comparable à celle que raconte le film. Mais je n'avais pas envie de faire un biopic, je n'avais pas envie de devoir raconter précisément la vie de quelqu'un. Et je pense que j'ai compris que je pouvais faire le film le jour où je me suis dit qu'en le concentrant sur 2 jours, comme ça, cet apogée de sa trajectoire et la chute, je pouvais m'en tenir à regarder les mécanismes mis en œuvre par les réseaux sociaux, par l'environnement, pour me concentrer vraiment là-dessus et ne pas avoir le sentiment d'être tenu par une réalité précise, quoi. Et donc, cette dualité, ce personnage pris entre deux mondes, qui est aussi le sujet de beaucoup de vos films, ce rapport de classe qui existe, et donc l'interprétation de Rabat, est-ce que c'était lui dès le départ auquel vous pensiez? Est-ce que Rabat était l'acteur que vous souhaitiez? Alors, en écrivant, je pensais très fortement à lui, tout en me méfiant de l'attachement que je pouvais avoir à ce jeune homme, parce que en fait, il était un des élèves de la classe d'entre les murs, et que j'avais vraiment beaucoup de sympathie pour lui. Donc c'est forcément quelque chose dont on se méfie. On se dit il faut peut-être pas s'en tenir à cette première idée. Du coup, j'ai rencontré d'autres jeunes comédiens. Et à chaque fois, Rabat m'a convaincu qu'il était justement capable d'endosser cette dualité, à la fois au début, ce jeune homme très à l'aise, presque mondain, mais dont on sent malgré tout qu'il travaille cette image-là, et puis ensuite une intériorité de plus en plus marquée dans cette période de solitude qui va clore le film. On va peut-être essayer d'y croire. Rabat, quand vous avez lu le scénario, pour vous, vous êtes quasiment de tous les plans, du début jusqu'à la fin. Est-ce que le poids de ce personnage n'était peut-être pas trop pesant? Je ne sais pas comment vous avez votre sensation à la lecture du scénario. Alors, le scénario, je ne l'ai pas lu de suite. Il y a eu un long casting, ce que vous expliquez Laurent, en fait. Il y a eu des castings qui, au bout d'un moment, se sont répétés, donc on appelle des callbacks quand on rappelle pour un deuxième ou troisième casting. Et au bout de quelques mois de casting, Laurent m'a affirmé que ces séances de casting étaient de toute façon pour le futur des séances de travail qui nous serviraient pour le film si jamais j'étais pris. Ce qui a été le cas, j'ai ensuite découvert le scénario que m'a fait lire Laurent. Et oui, effectivement, bien sûr, quand je le lis, je comprends que je serai de tous les plans. Et que du coup, c'est une pression qui s'ajoute au fait que j'avais déjà envie de bien faire dans ce film parce que le sujet me parle beaucoup, parce que c'est un metteur en scène que j'admire beaucoup et qui m'a ouvert la porte et qui m'a donné la passion de ce métier-là. Donc toutes ces choses-là qui se complètent et qui font que il faut. Je savais que j'avais beaucoup de travail à faire. Donc, on a travaillé ce personnage en 2 temps, un peu, l'ambivalence du personnage. On ne sait pas trop qui c'est, et puis surtout, il y a cette première partie où est-ce qu'il faut qu'on sente que ce personnage est à l'aise dans ce milieu qui n'est pas sien, mais donc le fait qu'il soit à l'aise, c'est quelque chose qui est presque travaillé plus que naturel. Et puis cette deuxième partie qui est beaucoup plus sombre, il faut qu'on comprenne qu'en fait cette descente aux enfers est très marquante pour ce personnage, et ensuite avoir un peu une liaison entre ces deux personnages. Et ça s'est fait par beaucoup de séances de travail
Et des fois c'était un peu trop, des fois pas assez. Laurent m'a dirigé pour essayer de trouver un peu le juste milieu entre tout ça. Laurence, le regard que vous portez sur les réseaux sociaux est quand même très dur. Enfin, et ce monde où on naît et on disparaît aussi vite, quasiment, est-ce que vous pensez que comment les choses pourraient évoluer, comment les choses pourraient être plus vertueuses? Non, alors ça, j'ai pas vraiment de réponse à ça. J'ai juste le sentiment que, évidemment, on peut espérer un certain contrôle sur les excès quand il s'agit d'appel à la violence ou au racisme. Qu'après, j'ai l'impression aussi que c'est une question peut-être d'éducation, que chacun prenne conscience aussi du poids des mots qu'on écrit en 5 secondes sur un clavier de téléphone. Et que je pense que le gros problème d'aujourd'hui, c'est qu'on utilise beaucoup ces réseaux sociaux, on y est bien parce que c'est quand même un espace comme ça de rencontre aussi. Enfin, je n'ai pas envie de jeter tout à la poubelle, mais que par contre on en interroge très peu le fonctionnement et la place qu'on y occupe et la place qu'il prenne dans nos vies. Et que ce travail de compréhension de ce qui s'y passe me semble être quelque chose de nécessaire et que j'ai l'impression qu'on s'engage un peu vers ça quand même. Parce que ce qui est le paradoxe, et je trouve que le film le montre avec justesse, c'est que l'ascension elle est aussi liée aux réseaux sociaux. Enfin, la maison d'édition, tout ça, ils ont joué énormément de ce buzz, comme on dit, un terme qui veut tout dire et pas grand-chose d'ailleurs, et que on peut aussi sortir des choses très rapidement. Donc cette dualité, elle peut être aussi intéressante. Bah, oui, ce que le film, d'ailleurs, le rythme du film a essayé d'épouser ça aussi. C'est l'espèce la vitesse de tout ce qui s'y passe. C'est-à-dire qu'en 1 heure, vous pouvez devenir le roi du monde, et en 1 heure, vous êtes aussi le paria. Je ne suis pas sûr que les jeunes gens, en particulier, quand ils écrivent les tweets, pensent vraiment à ça. C'est ce que dit Karim à un moment. Moi, j'avais l'impression d'être dans une grande cour de récréation où je blaguais avec les copains. Sauf que quand on a 200 000 followers, on s'adresse à 200 000 personnes au monde entier. Et que ça, c'est quelque chose, je pense, une projection qu'il faut faire quand on écrit, et que beaucoup de gens ne font pas encore. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore arrivé à une grande maturité dans l'utilisation des réseaux sociaux. Je trouve la force du film, c'est qu'on essaie de comprendre ce personnage, et on saisit plus ou moins, mais je trouve qu'on touche à la profondeur de ce personnage à 2 moments qui sont le premier plan, quand il fait cet entretien qui évoque son livre, qu'on a un sentiment de sincérité, et à la fin, quand il a cette rencontre avec sa mère, enfin cette discussion avec sa mère, enfin, ces 2 moments sont liés à sa mère d'ailleurs, enfin, à la fin, et que je trouve ce moment très juste. Enfin, ce personnage qu'on n'arrive pas à attraper, on le sent profond, presque à ces 2 moments-là. Enfin, c'est ce que je me trompe, mais. Je sais pas, je suis mal placé pour évaluer tout à fait ça. Moi, je sais que ce qui a été compliqué à l'écriture, au tournage, au montage, ça a été justement de trouver la bonne distance à ce personnage. C'est-à-dire lui accorder des moments de vraie sincérité, des moments qui vont déclencher de l'empathie, mais en même temps, je ne voulais pas que le film le protège trop. Je ne voulais pas que le film lui l'épargne. Donc il fallait aussi que par moment il soit irrecevable comme le sont ses tweets, et c'est pour ça aussi que le dosage de la violence des tweets qui s'affichent à l'écran a été
compte à chaque projection de montage que si on était un tout petit peu trop irrecevable au début, on ne pouvait plus entrer en empathie avec lui quand j'avais envie qu'on le soit. Et quand on était trop léger dans les tweets, on se demandait pourquoi est-ce qu'on faisait une telle histoire pour si peu. Et cette distance-là a été vraiment... alors c'est vrai qu'au début, il y a le bénéfice du doute et que son livre, par ailleurs, a une densité, enfin, on devine une densité à son livre qui le rend forcément très attirant. Quant à la scène avec sa mère, je pense que c'est aussi peut-être la seule fois où il est dans une vraie intimité avec ses interlocuteurs. C'est-à-dire que le film a été construit comme ça, comme un film de procès presque, où il va passer de jury en jury, et on approche de plus en plus de son intériorité à travers chacune de ses étapes. Et là, quand sa mère s'adresse à lui comme ça, je pense que d'un seul coup, c'est le moment où, effectivement, où il va basculer vers une vraie prise en compte. C'est-à-dire qu'au début, mais il n'y a pas d'histoire, de quoi vous parlez, j'ai des followers, personne ne m'a rien dit. Puis ensuite, il essaye de se défendre en parlant de tentatives d'expériences littéraires, et puis ça ne marche pas, et puis ensuite il devient plus agressif avec les uns et les autres, et puis jusqu'au moment où il est obligé de retourner en lui-même, parce que je pense que le film, c'est quand même ça, c'est une espèce de prise de conscience progressive du personnage, et que là, le point, la discussion avec la mère est un vrai point de bascule, effectivement. C'est aussi le sujet du film, enfin, c'est un film aussi sur la fracture de ce périph' qui est difficilement franchissable dans un sens comme dans un autre, qu'on voit son retour chez lui, et que cette fracture sociale en France elle existe toujours, c'est-à-dire qu'il y a un monde auquel on accède, mais toujours avec des conditions, et que ça c'est quelque chose qui porte votre cinéma, en tout cas c'est quelque chose qui porte aussi votre film. Enfin, cette volonté de fracture qui existe, on est toléré dans un monde, on n'est jamais accepté totalement. Quoi. Oui, il y a l'idée du transfuge qui va franchir ce périph' une première fois, avec tout le plaisir que ça peut aussi déclencher chez les gens qui l'accueillent. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, on est tous très heureux de se dire bah oui, le monde est moins cloisonné qu'il n'y paraît. La preuve, son livre est formidable. La preuve, il est à la hauteur de nos espérances. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très... où on juge très vite. Et conscience de gauche. Conscience de gauche, et puis où on est effectivement heureux de l'accueillir. Et jusqu'au moment où on constate qu'il n'a pas tout à fait intégré toutes les règles du jeu, et où là, on est très vite renvoyé, enfin, il est très vite renvoyé à sa place. C'est le dialogue sur les stations de métro, là. Il y a des stations de métro qui sont plus longues que d'autres, enfin, à la distance. Tu habites à 3 stations de métro, mais effectivement, d'être de l'autre côté, c'est pas la même chose. Je voulais juste revenir sur Rabat et son frère. Il y a une très belle scène entre vous deux où on comprend que Karim aussi encaisse des coups très forts contre son frère. Comment vous l'avez réglé, cette scène, comment vous l'avez vécue tous les deux, qui est une très belle scène du film, une scène très forte du film. Si je peux juste dire 2 mots oui. en plus de ma réponse tout à l'heure, vous avez dit que vous sentiez peut-être une certaine sincérité dans sa tristesse plus à la fin du film. Moi je pense que la scène qui a été tournée chez Grani, par exemple, la scène du petit frère, parce qu'il se prend en fait un retour de flamme de ce qu'il a pu écrire par son propre petit frère. En fait, il prend conscience du poids des mots qu'il aurait pu écrire. Et peut-être que là commence une vraie remise en question, plus que quand il écrivait, que ça faisait rire un peu toute la galerie qui était autour et qui du jour au lendemain se retourne, sachant que bon nombre d'entre eux étaient peut-être au courant et riaient de ses tweets. Peut-être qu'il y a une remise en question plus importante à ce moment-là, et c'est ce qui fait ce sentiment peut-être de sincérité plus grande dans la tristesse.
La scène, pour en revenir à votre question avec Bilal, je vais le laisser en parler. Mais en tant que spectateur, peut-être peut-être pas très objectif, pour moi c'est une de mes préférées. Voilà. Bilal. C'est une très belle scène, ouais. Allez-y. Bonsoir. Comment vous l'avez vécu? Bonsoir. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Alors, la scène entre Karim et moi, entre Rabat et moi du coup, puisqu'on n'est plus au cinéma, enfin, on est encore du film. Ouais. Et en fait, c'est une scène qu'on a énormément travaillé en amont. Et on a travaillé et retravaillé afin de pouvoir trouver la chimie qui faisait cette alchimie entre son frère et moi, c'est ce qui crée cette fratrie. Donc on a vraiment travaillé dessus et moi personnellement pour mon rôle, moi ce que j'ai fait c'est parce que Mehdi est une personne que je connais déjà en amont, du coup je suis parti voir Mehdi, je lui ai demandé comment ça s'est passé exactement avec ton petit frère. Mehdi m'a dit qu'il n'avait pas de petit frère, du coup j'ai commencé à réfléchir 2 fois plus. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que oui, qu'est-ce qu'on devrait dire sur cette scène? Si je peux dire un truc qui n'est pas vraiment en rapport, mais un petit peu, lorsque j'ai été validé pour ce rôle, ensuite se posait la question de trouver donc, mon petit frère et ma mère dans le film. Et donc, pour le petit frère, on a passé une journée de casting avec Laurent, où on voyait défiler beaucoup d'acteurs. Et parmi eux, donc Bilal qui s'est démarqué de par son talent. Et c'était une très belle découverte et je pense que c'était assez unanime sur le fait que Bilal était le bon acteur pour jouer ce rôle. Je peux compléter un petit peu au sujet de cette scène qui était pour moi une des scènes les plus compliquées à écrire parce qu'elle mêle énormément d'affectifs et puis des questions qu'on n'a pas forcément envie même d'aborder, des questions dont on sent pas la dangerosité, mais dont on sent qu'il faut les regarder très précisément. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'abord de penser que la scène racontait aussi la panique d'un très jeune garçon qui, d'un seul coup, voit son monde s'écrouler et qui va surtout être dans un... qui est totalement dépassé par la situation et qui, du coup, va mélanger les arguments, va être dans un désordre mental très fort parce que par ailleurs, il est très ému. Et ça, c'est là-dessus qu'on a vraiment beaucoup travaillé aux répétitions. C'est arriver à cette cohérence incohérente, ou cette incohérence vaguement cohérente de l'intervention du petit frère. Il y a 2 micros dans la salle, donc un au balcon, un en bas. Si quelqu'un veut se lancer pour une question. Et puisqu'on est enregistré et diffusé ailleurs, parlez bien près du micro pour qu'on vous entende. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur une remarque sur le film? Non? Non, cette personne. Il y a pas mal de jeunes dans la salle. Ouais, allez-y. On va vous amener le micro, là. Tout d'abord, merci pour ce très très beau film, très émouvant, avec vraiment très effectivement, avec à la fois le talent de Laurent Soubé, Sonia a été marquée par les ressources de Sonia a été marquée par parce que je travaille dans la ressources humaines, c'est un grand débat. Et surtout la découverte de 2 jeunes acteurs dans le travail Bilal qui sont formidables. J'avais envie de poser une question sur est-ce qu'il y a de l'espoir pour vous
quant à l'issue et à la fin, donc, enfin, Karim s'en va, sur quel, voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer Alors, moi, j'ai l'impression que c'est un de mes films les plus optimistes. Oui. Non, c'est-à-dire que, moi, il y a une scène que j'aime énormément, qui est la scène avec Anna Navarro, son mentor en littérature, qui va lui dire, bon, écoute, moi, je n'ai pas à te juger, maintenant, c'est à toi de bosser pour comprendre, pour réfléchir à tout ce qui vient de se passer. Et quand il s'en va, le dernier texto qu'il écrit, c'est « Je ne peux plus penser, je dois partir ». Moi, j'ai l'impression qu'on l'a suivi dans le début d'une prise de conscience, et que là, j'ai oui, le sentiment qu'il va lui-même trouver. D'autant qu'il a donné des signes déjà l'interview avec la journaliste de la télé le prouve, c'est-à-dire qu'il est en train de parler et en même temps, et moi je le lis sur le visage de Rabat, je lis la prise de conscience presque instantanée des choses. J'ai l'impression que la machine est lancée pour lui et qu'il va comprendre. Oui, je voulais juste remercier Laurent Canté pour cette interprétation, parce que moi-même j'avais dans peut-être une ambiance et un monde très difficile aujourd'hui, avec cette fracture dont on parle, cette limite Paris périphérique, enfin, tout ce que ça symbolise. J'avais une peur pendant le film, j'avais peur à un moment qu'il lâche prise, quoi. Et c'est vrai qu'à la fin, je me suis dit, ça y est, là, il est dans son regard, etc. Et c'est là que tu es impressionnant. Et effectivement, j'ai aussi adoré la scène entre les deux frères. Voilà, je te remercie en tout cas encore. Je passe la parole à d'autres personnes. Bonjour, je m'appelle Daria. Merci beaucoup pour votre film, bravo pour vous, toute votre équipe. Je suis d'accord avec mademoiselle ou madame avant. J'avais peur pour Karim en fait. Je pensais que ça va mal finir pour lui. Bon, je pensais que même quelqu'un peut le tuer, je ne serais pas surprise. Mais bon, ma question c'est autre chose. Je vais vous demander pourquoi c'est Arthur Rimbaud. Pourquoi vous avez choisi Arthur Rimbaud pour ce double personnage de Karim? Je pense que ce pseudonyme, pour moi, résume très bien le personnage. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une prétention littéraire, donc d'où Arthur Rimbaud, et Rimbaud, le guerrier, la colère, et que le personnage, pour moi, il est un peu la combinaison de ces deux traits de caractère, et que le pseudonyme me semblait assez juste, et puis en plus, il fallait trouver quelque chose d'un peu drôle aussi, comme le sont souvent les pseudonymes, ou tentent de l'être les pseudonymes sur les réseaux sociaux. Merci. Quelqu'un se lance dans une autre? Bonsoir. Au niveau du discours, enfin, je pense que les réseaux sociaux, c'est un problème évidemment très important actuellement. Enfin, à mon avis, ça passe au second plan. Moi, je pense qu'il y a un problème plus général, c'est est-ce que, dans certaines circonstances, des groupes de personnes, parce qu'elles sont, je veux dire, attaquées, est-ce qu'elles doivent faire profil bas, par exemple? Première question. C'est-à-dire, à un moment donné, la mère exprime à son fils, elle dit, moi, quand je travaille, etc., je baisse la tête, etc. Est-ce qu'on doit toujours faire profil bas? C'est une question, évidemment. Deuxième question, et là c'est pareil, il y a une citation dans le film, à propos du troisième degré. Alors ça, c'est un problème général au niveau, on va dire, de l'humour, hein, ce qu'on peut considérer.
à un moment donné, Karim considère d'une certaine façon que c'est de l'humour. D'ailleurs, il dit oui, bon, tout n'a pas compris que ceci, cela, etc. Alors, le problème qui est posé, évidemment, qui est aussi un problème plus général, est-ce qu'on peut rire de tout et on peut rire de tout avec tout le monde? Ça, c'est une grande question. Et ça, à mon avis, c'est les deux problèmes principaux dans le film. Les deux questions que pose le film. Et il ne donne pas de réponse, d'ailleurs, parce que c'est très difficile. Merci. Alors, pour la première partie de votre remarque, je pense qu'effectivement, non, enfin, j'espère qu'on ne fera pas profil bas, j'ai pas envie de défendre l'idée qu'il faut être discret quand on... cela dit, on ne peut pas non plus défendre l'indéfendable. Et les tweets qu'on affiche à l'écran ne sont de toute façon pas recevables. Du coup, c'est pas ce que le personnage, pour moi, devrait revendiquer. D'ailleurs, quand il ose, on pourrait parler de la liberté d'expression, ça fait un peu rire tout le monde, parce que si la liberté d'expression se situe à ce niveau-là, elle est... Après, je pense qu'il y a une différence presque de conception de la liberté d'expression qui est un peu générationnelle. J'ai l'impression que les jeunes gens aujourd'hui ont une vision de la liberté d'expression presque plus américaine que française. Où, ouais, ça vaut le coup de prendre le risque de laisser dire tout et n'importe quoi sans aucun frein, parce que voilà, freedom of speech, chacun peut dire ce qu'il veut, et après, c'est à l'auditeur d'évaluer ce qu'il a entendu ou lu. Je pense qu'effectivement, en France, on a tendance à borner un petit peu ces choses-là avec des lois que je trouve plutôt bienvenues. Effectivement, que l'appel à la violence soit condamnable, que le racisme, l'antisémitisme, soit pris en charge par la loi, pourquoi pas, enfin tant mieux, à mon avis. Après, la deuxième question, c'était... Troisième degré. Un troisième degré. Ouais, alors là aussi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose d'un peu générationnel. J'ai l'impression que les utilisateurs des réseaux sociaux ont peut-être une plus grande facilité à décoder le niveau du langage de celui qui parle. Mais après, forcément, enfin, à travers l'humour, on peut aussi dire des atrocités et être obligé de les clarifier. Le problème, je pense, plus que ça, c'est ce qui me gêne dans les réseaux sociaux, c'est la façon dont ils vont, de par la brièveté des messages qu'on y poste, qu'on va vers une simplification de la pensée, des choses, et que la complexité d'une pensée humaine ne peut pas se résumer à des messages aussi courts que ça, et surtout des messages qui ont une durée de vie de quelques secondes, parce que un message en chasse un autre, et que du coup un message donne le sentiment d'avoir disparu très rapidement. Ce qui n'est pas vrai, on le voit dans toutes ces histoires, c'est-à-dire qu'il y a quand même une mémoire très très grande d'Internet, et que ce qui a été écrit un jour sera de toute façon retrouvable, quel que soit le moyen. Voilà. En gros, j'ai l'impression que la complexité du discours me manque. Et c'est aussi ce qui mène à toutes les fake news, c'est-à-dire que si on affirme un truc en 140 caractères et qu'on n'a pas le temps ni l'envie de l'articuler, ben ce qui est écrit ressort quoi qu'il arrive. Est-ce
Si je peux donner mon avis par rapport à votre première question sur le profil bas, je pense qu'il y a aussi cette question, déjà premièrement générationnelle, donc la génération un petit peu de nos parents qui nous apprennent aussi justement qu'il faut tout le temps faire profil bas, qu'il ne faut pas trop se faire remarquer, donc qui a été transmise généralement sur des premières générations de familles d'immigrés qui ont un petit peu un exil difficile et puis qui ont toujours appris à ne pas faire de bruit, et d'où les enfants de cette génération-là, notamment je pense à la scène avec Sofiane Kamès qui lui dit bah non, faut pas faire de vagues, tu sais qu'on est fragile. Donc faire profil bas, c'est quelque chose qu'on nous apprend par peur, ça vient de la peur, et la génération donc, qui ont grandi en France, qui sont nés en France, donc un peu notre génération à nous, justement essayons de casser un peu cette idée préconçue, à savoir ne pas trop parler, ne pas trop faire de bruit parce qu'on est fragile. Et c'est de là, je pense que vient peut-être aussi ce besoin de peut-être parler peut-être plus fort que les autres, essayer d'être plus choquant que les autres. Et puis pour la liberté d'expression, on est aussi dans un moment où est-ce que certaines personnes qui se revendiquent comme défenseurs de la liberté d'expression font des écarts un peu tous les week-ends sur les plateaux télé et continuent à travailler, ils sont multi-condamnés et travaillent encore sur des chaînes du service public. Voilà. C'est sûr que quand on parle des réseaux sociaux, enfin, il faut voir ce qu'on y dit, mais il faut voir aussi qui le dit. Et c'est vrai que on est beaucoup plus tolérant avec un Zemmour qu'avec un Karim. Ouais, allez-y. Alors, moi je suis la maman de Karim. Alors, ce que je voudrais rajouter, ce que la maman avait dit à son fils, c'est parce que nous, les parents, on se sent toujours étrangers, là où on est, en France par exemple. Elle voulait lui expliquer que ce n'était pas chez nous et qu'on ne devait pas faire des problèmes, des bruits. Et même, elle lui rappelle que depuis qu'elle est rentrée ici en France, par exemple, elle n'a jamais fait de bruit, elle respecte les voisins, elle respecte même son patron qui parfois la torture et qu'elle en a marre. Elle lui dit oui, et bien sûr, et elle fait ce qu'il lui demande. Voilà, c'est ça ce que la maman voulait lui transmettre et lui rappeler qu'on n'était pas toujours chez nous. Merci. Rabat, je suis fier de toi. Le balcon est un peu en déficit, là. Personne se lance au balcon. Ah, ça y est, voilà. Ouais, c'est ça. Oui. Parlez près du micro, merci. Oui, bonsoir, je ne suis pas très habituée à parler en public, surtout en balcon, comme ça on ne vous voit pas, on vous voit par écran, et moi je vous vois par écran. En fait, c'est pas une question, mais merci pour ce film, en fait, qui parle à la fois effectivement des réseaux sociaux et de la fracture, et merci aussi d'avoir présenté ici dans ce lieu, qui est un lieu aussi un peu particulier. Voilà, on est au Luxor, on est aussi quelque part à la frontière de plusieurs quartiers. Voilà, en face de nous, on a Barbès, et on a aussi la brasserie Barbès, qui est un symbole finalement entre deux mondes, entre le monde qui est celui de la Goutte d'Or et de Château-Rouge, et celui qui est d'Abès, qui est d'un autre monde. Donc j'ai trouvé ça assez émouvant aussi de voir ce film. C'est pas que Paris et le périph', il y a aussi à l'intérieur de Paris cette même fracture, et j'ai trouvé ça, je suis désolée, je tremble, c'est horrible, j'ai l'impression de passer le bac. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas si un jour on arrivera à se mélanger, et je trouve que c'est assez voilà, émouvant de voir ce film aussi dans ce lieu qui est un peu entre deux aussi. Voilà, c'était juste ça, c'était pas une question. Voilà. Merci. Oui, allez-y.
gens qui nous écoutent ailleurs. Non, moi je me demandais juste par rapport à ce que l'on s'est dit, enfin ce que vous avez dit il y a quelques instants, si le point de bascule, il n'est pas aussi de se dire, au lieu d'être plus trash, plus provoquant, je parle de ceux qui tweetent, hein, qui sont dans cette démarche-là, est-ce qu'il ne va pas enfin y avoir un moment où on a envie d'être plus beau, plus génial, plus créatif, plus inspirant, quoi? Alors je pense que les réseaux sociaux fabriquent ça aussi, c'est-à-dire que il faut être le premier à réagir, il faut être celui qu'on va lire. Donc pour lire, c'est ce qu'il explique. Si tu es provocant, tu as des followers. Et cette quête du follower fonctionne sur même des algorithmes très simples. Hein. Il faut effectivement de la provocation, de l'humour et réussir à trouver la punchline. Et c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, qui est que beaucoup de gens pensent en punchline, pensent en trucs très basiques. Moi, je pense qu'on sortira de là qu'à partir du moment où on aura l'espace et le temps de penser un tout petit peu de manière un peu plus complexe. Je pense que c'est très difficile de briller par son intelligence en si peu de lignes. Quoi. En tout cas, votre film y arrive à réussir justement. Et puis, juste un mot sur la direction artistique, le casting jusqu'aux rôles les plus... On se demande d'ailleurs s'il n'y a pas... La plupart sont professionnels, mais si certains ne sont pas aussi... voilà, pour la première fois au cinéma, qui sont adultes, etc. Mais il a ce grand mérite justement d'être très proche d'une belle vérité, quoi, votre film. Ouais, allez-y, ouais. Oui, bonsoir. Merci pour votre film, déjà. Je voulais savoir pourquoi le personnage d'Arthur Rimbaud que vous avez créé ne s'attaque pas ni à la communauté musulmane ou maghrébine, dont il fait partie, parce que je me disais, est-ce que la différence finalement entre quelqu'un qui aurait un aveuglement extrémiste et qui s'attaquerait à d'autres communautés, tout en défendant farouchement la sienne et en n'acceptant aucune critique, et un esprit littéraire comme celui de Karim qui aime bousculer les choses, aime créer du débat, créer du conflit, mais en s'arrêtant à la pensée, justement, est-ce que ce personnage-là n'aimerait pas aussi rire de lui-même, des gens qui l'entourent, etc. Parce que, enfin, je veux dire, l'humour c'est aussi rire de soi-même, et puis dans les quartiers ou dans la communauté maghrébine musulmane dont je fais partie, il y en a des choses à dire, à raconter et à moquer. Si je dis pas de bêtises, il s'attaque aussi à la communauté musulmane et c'est une des premières justifications qu'il donne quand il est démasqué. Il y a pas mal de tweets sur la burqa, il y a plein de tweets anti-musulmans, islamophobes, etc. par exemple, ou même sur les Arabes, ou sur sa propre communauté. Et ensuite, quand il y a justement cette scène d'interview, où est-ce qu'on lui demande qu'apparemment il n'y avait plus sur les juifs, je pense que c'est le principe d'un troll en fait, c'est d'être le plus choquant possible, peut-être à l'endroit où on l'attendait aussi, donc c'était peut-être cet endroit-là qui le ferait plus se démarquer en tout cas. Peut-être, je sais pas. Mais ouais, non, c'est clairement assez large dans la façon dont il pitch, je sais pas si je me trompe. Oui, il y a effectivement des tweets où on se moque des barbus, de la burqa, il n'empêche qu'effectivement, on est souvent plus cruel vis-à-vis des autres que vis-à-vis de sa propre communauté.
et que par ailleurs, il a aussi des gages à donner à son monde d'origine. D'ailleurs, il y est encore, enfin, il espère y être encore à sa place aussi. Donc, j'ai l'impression quand enfin, son retour chez lui et sa rencontre d'abord avec ses deux collègues de la radio, de la télé qu'ils ont monté ensemble, le prouve. C'est-à-dire qu'il a envie d'en être encore de ce monde-là. Il est dans ce partage complet entre l'envie d'être reconnu, de faire partie de ce monde un peu clinquant peut-être qu'on décrit au début, mais aussi d'être de plein pied avec ses potes, quoi. Et du coup, peut-être qu'il y a aussi une façon d'être à la hauteur de cette relation-là. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, il y a une question en bas. Attends, on va prendre une question en bas, puis après ce sera au balcon. Je vais demander encore quelque chose. Je m'excuse si on a le droit d'une question. Je sais pas. Comme ça, j'avais deux autres questions en fait. La première question, Karine, ça pouvait être une femme. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça pouvait être une femme, c'est peu importe, je veux dire, le sexe du personnage. Et la deuxième question, qu'est-ce qui se passe après quand Karine part? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va vivre après, à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a la suite? Merci. Est-ce que ça aurait pu être une femme? Oui, il y a des exemples dans la réalité qui l'ont prouvé. L'histoire de Ménel, cette jeune femme qui était dans The Voice et qui a dû quitter l'émission parce qu'on a retrouvé des tweets d'elle qui n'étaient pas acceptables non plus, hein, sur les attentats de Nice, si j'ai bonne mémoire. Voilà, elle aussi dit, mais j'avais 14 ans quand j'ai écrit ça, c'était dans le flot d'un film comme ça où il y a de la surenchère, il n'empêche qu'on ne lui a pas pardonné, quoi, et qu'elle a dû disparaître de l'émission à tout jamais. Donc oui, il n'y a pas de... La fin, j'ai déjà un petit peu répondu à l'autre question, c'est-à-dire que pour moi, le film nous a montré un personnage en évolution. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit toujours un petit peu dépassé par l'histoire qui l'a déclenché et qu'il doit maintenant assumer. Et il va progressivement aller vers une sincérité vis-à-vis de lui-même, dont la fin me semble être l'aboutissement. C'est-à-dire que là, effectivement, il va travailler, effectivement, il va réfléchir à tout ça, mais que là, il y a trop de bruit, tout va trop vite, et c'est encore une des caractéristiques des réseaux sociaux. Et pour moi, c'était une façon de s'extraire de ce vacarme pour vraiment se penser lui-même, quoi. Et Rabat, est-ce que c'est le même pour vous? Pour votre personnage, je ne sais pas. On va être obligé d'arrêter parce que voilà, je suis désolé. Ok, désolé. Voilà. Parce qu'il y a une autre séance, après on va répondre à votre dernière remarque, et puis après on va arrêter parce que voilà, on peut y enchaîner. Donc la dernière. Au balcon, il y avait une question, c'est ça, allez-y. On va essayer de... Je suis désolé, mais on a une autre séance qui va commencer. Bonjour, et merci beaucoup pour ce film et pour tous vos films que j'adore. Ma question pour cela, le rôle de la nature, est-ce que la nature a un rôle dans ce film ou pas du tout? Et je pense au moment avec la coccinelle et la plante, que j'ai bien adoré. Voilà. On n'a pas bien compris la question, est-ce que vous pouvez retirer votre masque pour poser la question? Je pense que ce sera plus simple. La coccinelle, est-ce qu'il y a un rôle, la nature a un rôle dans ce film? Et je pensais au moment de la coccinelle, qui est un moment que j'ai vraiment adoré dans le film. Donc je voulais savoir si vous pouviez commenter un peu cette scène. Merci. Moi, la scène de la coccinelle m'est venue comme ça, j'avais envie qu'il fasse quelque chose qui
qui nous renvoie une image un peu plus vraie de sa personnalité, de sa façon d'être. Et je trouvais que le ramener à une image presque enfantine me plaisait beaucoup. Après, oui, si la nature, c'est aussi se retrouver soi-même, sûrement que c'est un petit peu ce qui nous manque à tous, quoi. Merci, Rabat, merci Laurent, merci. Merci beaucoup.